Win. The yes needs a no to win. Again the no. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Je vous demande de vous arrêter. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Il y a un risque révolutionnaire en France. On est envahi de gays. C'est toi qui as dit ça? Bah dis ça, on peut le dire. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Hebdo Politique, un hebdo politique un peu particulier cette semaine puisque nous sommes au Parlement européen de Strasbourg en compagnie de l'un de ses représentants les plus connus, Daniel Cohn-Bendit. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est plus vraiment utile de vous présenter, mais allons-y tout de même. Vous êtes né le 4 avril 1945 à Montauban, vous avez donc tout juste 69 ans. Né de parents allemands, vous optez pour la nationalité allemande dans votre jeunesse, mais c'est en France que vous faites vos études supérieures à Nanterre. Vous vous faites connaître lors du mouvement de mai 68, on vous surnomme alors Dany le Rouge. Vous serez ensuite expulsé de France. Dans les années 70, vous multipliez les petits boulots en Allemagne. Éducateur, journaliste, libraire. À cette époque, vous vous rapprochez des Verts outre-Rhin. De nouveau le bienvenu en France, vous soutenez Coluche notamment à l'élection présidentielle de 1981. Mais votre carrière politique s'accélère vraiment dans les années 90. En 1994, vous êtes élu au Parlement européen. Depuis, vous n'avez plus quitté ce Parlement. Vous devenez en 2002 coprésident du groupe Verts Alliance Libre Europe. Alors, vous ne serez pas candidat aux élections du 25 mai prochain. Quel sentiment vous anime aujourd'hui? La tristesse ou alors le sentiment du devoir accompli après 20 années de bons et loyaux services? Oh, devoir. Je n'ai jamais considéré que mon activité au Parlement européen n'était simplement un devoir. Non, c'était une envie. J'ai le sentiment d'avoir participé à, disons, cette construction européenne et d'avoir, avec mes moyens, aussi essayé de populariser la nécessité de l'Europe. Et en tant que... on dit toujours que j'étais le haut-parleur de mai 68 et peut-être que pendant des années, j'ai été le haut-parleur de l'Europe. Avec vous, nous aborderons le rôle du Parlement européen et les énergies renouvelables en Europe. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Pour commencer cette émission, donc le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Daniel Cohn-Bendit, apprendre à mieux vous connaître et voir si vous suivez l'actualité. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Patrick Bruel a annoncé qu'il ne chantera pas dans les villes qui viennent d'élire des maires Front National. Un artiste engagé, c'est bon ou c'est mauvais ? Un artiste engagé, c'est bon, et Patrick Bruel a le droit de décider où il veut chanter ou pas. 19 membres du gouvernement Hérault figurent toujours dans l'équipe de Manuel Valls, qui compte aujourd'hui 30 ministres et secrétaires d'État. Vous pensez qu'il aurait fallu renouveler l'ensemble du gouvernement pour relancer la machine ? J'en sais rien, moi j'ai jamais eu envie d'être président de la République, et donc c'est pas à moi de dire. Non, je crois que l'important c'était d'abord de changer de Premier ministre, d'essayer de dynamiser l'équipe gouvernementale, et puis on va voir maintenant... ce qu'arrivera à faire Valls. Alors je le vois, vous lisez beaucoup la presse, mais quel livre êtes-vous en train de lire en ce moment ? Quel roman peut-être ? Je suis en train de lire en fait ce qu'on appelle les Dormeurs. C'est un livre sur l'histoire de l'Europe d'un historien en fait donc australien, Clark, qui a fait une histoire de la Première Guerre mondiale et du déclenchement de la Première Guerre mondiale. D'après un récent sondage, 69% des Américains considèrent que l'alcool est plus dangereux pour la santé que la marijuana. Vous êtes favorable à la légalisation du cannabis, vous ? Absolument, mais ça fait des années et je crois que si même les Américains ont compris ça, il est temps que les Français comprennent. Vous avez récemment lancé l'idée de boycotter la Coupe du Monde 2018 pour mettre la pression sur Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Le sport au service de la politique, c'est une méthode efficace d'après vous ? Non, d'abord, le sport est instrumentalisé par la politique. Vous avez qu'à voir, vous avez vu comment Poutine a instrumentalisé les Jeux Olympiques à Sochi, se montrant, et vous avez vu le président du Comité international olympique, M. Bach, lui faire des bises à droite et à gauche le matin, le soir et la nuit, ou je ne sais pas quand. Et je trouve qu'il est temps donc que des fois, c'est pas qu'on dise dans ces conditions, faire une Coupe du Monde en Russie, c'est en fait légitimer le pouvoir autoritaire et l'envie
de Poutine de conquérir des États comme l'Ukraine. Vous êtes un passionné de football. Qui va gagner la Coupe du Monde au Brésil selon vous? Est-ce que la France a ses chances concrètement? Enfin, tout le monde a ses chances. Le football étant le seul sport où c'est pas toujours le meilleur qui gagne, donc la France a ses chances. Mais je crois que, disons, dans le climat qui va régner au Brésil, le Brésil est grande favorite. Et moi, je rêve d'une finale Brésil-Argentine, tout un continent qui va vibrer. Ça peut être très beau. Au ministère de l'Éducation, on réfléchit à un nouveau barème en ce qui concerne les dictées. Les profs ne sanctionneraient plus les fautes, mais compteraient le nombre de mots bien écrits. Insister sur le positif plutôt que le négatif, c'est une méthode qui marche. Oui, sûrement. Et je crois que si vous avez des élèves en difficulté et que vous leur tapez dessus en permanence, eh bien, ils auront encore moins envie de continuer d'aller à l'école. Donc, essayez de leur donner une chance et de leur démontrer qu'ils ont des véritables capacités, c'est la bonne stratégie. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, le Parlement européen. Le Parlement européen que l'on connaît peu finalement, et qui est pourtant la seule institution élue directement par les citoyens tous les 5 ans. Le 25 mai prochain, les électeurs du continent voteront pour les eurodéputés qui composent ce Parlement. Mais encore faut-il savoir à quoi ça sert un Parlement européen. Daniel Cohn-Bendit, avec vos 20 années d'expérience, concrètement et rapidement, le Parlement européen, ça marche comment? Est-ce que c'est comme l'Assemblée nationale, il a un pouvoir législatif et il vote les lois de l'Union européenne? Exactement. C'est ça. Vous avez donné la bonne définition. L'avantage et l'intérêt du Parlement européen, c'est qu'il n'y a pas majorité, minorité, opposition. C'est-à-dire que chaque loi doit trouver sa majorité. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en permanence, il y a des négociations entre les groupes politiques, les groupes parlementaires, que ce soit les grands groupes, même des négociations en permanence avec les libéraux, avec les Verts, etc., pour trouver des majorités. Mais est-ce qu'en matière législative, il a tous les pouvoirs? Il a 80% des pouvoirs. C'est-à-dire que la politique étrangère, par exemple, se fait à l'unanimité au Conseil. Mais tout ce qui est législation, environnement, tout ce qui est de compétences européennes et de législation européenne, eh ben, le Parlement européen est co-législateur. Alors je me suis bien renseigné, il établit également le budget annuel de l'Union européenne et il a un pouvoir de contrôle sur la Commission européenne, c'est ça? Oui, mais sur le budget, il y a un vrai problème, c'est que le budget, la définition du budget, c'est des contributions nationales. Il y a une petite partie de ressources propres et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que le Parlement ne définit pas le montant du budget. Il a le contrôle de la répartition de l'argent que les États membres concèdent à l'Europe. Et moi, je suis pour un budget européen à ressources propres. C'est quoi? C'est que vous dites les 2 points de TVA dans chaque pays vont au budget européen. La taxe sur les transactions financières, la Commission a fait un calcul, ça serait 55 milliards. C'est plus de la moitié du budget européen aujourd'hui. Donc, il y a un budget de ressources propres de l'Europe. Vous faites un budget sur les coups de téléphone en Europe, etc. Et alors là, le Parlement européen serait vraiment maître du budget européen. Et sur la Commission, quel est son rôle concrètement? La Commission, d'abord, le président de la Commission, jusqu'à présent, était proposé par le Conseil européen, les chefs d'État, mais aujourd'hui, c'est un peu autrement, puisqu'il faut considérer le résultat des élections européennes. Donc, et puis, de toute façon, le président de la Commission doit être adoubé par un vote par le Parlement européen ou pas. Et il y a même un pouvoir de, disons, mettre en minorité la Commission et de la renvoyer chez elle. Ce qui a été fait, par exemple, pour la Commission Santer, il y a quelques années. Concrètement, au lendemain du 25 mai prochain, si on a un Parlement majoritairement de droite, on aura un président de la Commission de droite, c'est sûr ou pas? Oui, mais il faut faire attention, parce que si vous voulez, c'est possible que le Parti populaire européen soit le parti le plus fort, mais il ne peut pas faire une majorité avec les eurosceptiques conservateurs anglais, anti-européens anglais ou l'extrême droite européenne. Donc, une majorité. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de majorité claire centre-droit ni centre-gauche. Et c'est là où l'intelligence politique devra jouer. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le Parlement a des pouvoirs suffisamment forts en Europe qu'il exprime réellement finalement la voix du peuple?
Vous savez, c'est comme si vous me demandiez est-ce que l'Assemblée nationale a des pouvoirs réels, est-ce qu'elle exprime la voix du peuple, alors que vous avez donc la Ve République et quand même la prédominance du président de la République. Donc je dirais que le Parlement européen a des vrais pouvoirs, et mais que tant qu'on n'aura pas vraiment autorité sur le budget européen et la répartition, la démocratie européenne est encore bancale. Mais c'est une démocratie en construction. C'est toujours la même chose. Je dis pour que les Français comprennent. L'identité de la France, c'est 1789, c'est la Révolution française. Quand est-ce que la France est devenue une démocratie ? Beaucoup plus tard. En 1945, quand les femmes ont eu le droit de vote. Ça fait quand même 150 ans plus tard. Donc, pour comprendre la construction d'une démocratie, c'est quelque chose qui met du temps. Surtout, c'est pas simplement de dire, voilà, l'État-nation, etc. Les choses sont réglées. Et c'est la même chose pour l'Europe. La construction de l'Europe démocratique est en marche. C'est difficile, il y a des contre-coups, mais c'est globalement positif. Aux prochaines élections européennes, 751 députés vont être élus, 74 pour la France. Et il y a une inconnue, c'est l'abstention. Elle ne cesse d'augmenter tous les 5 ans, de 38% en 1979. Elle est passée à 67% en 2009. Est-ce que vous craignez que ce soit encore pire le 25 mai prochain ? J'en sais rien, j'ai oublié ma boule de cristal. Mais je voudrais dire une chose là-dessus. Il y a une méfiance face aux politiques, mais ce n'est pas face à l'Europe. Je veux dire, on a parlé de l'abstention municipale. Donc, on disait toujours, les gens ne vont pas voter sur l'Europe parce que c'est trop loin. Quand je vois qu'au municipal, en Allemagne par exemple, aux dernières élections, suffrage universel pour l'élection du maire de la ville de Francfort, participation électorale 38%. Donc on va dire c'est trop près. C'est pour ça que les gens... Je veux dire, il faut bien comprendre, il y a une crise du politique qui touche aussi l'Europe. Et l'Europe est particulièrement vulnérable parce que c'est l'espace politique le plus jeune. Il y a la culture de l'Europe n'est pas encore génétiquement renforcée dans le disque dur des citoyens européens. Donc c'est pour ça que l'Europe est plus faible, mais c'est pas parce que c'est une méfiance face à l'Europe, c'est une méfiance face aux politiques qui existent au niveau national, régional ou municipal. Comment fait-on justement pour ancrer une culture européenne, pour dire aux gens allez voter, c'est important ? D'abord, il faut avoir une vision européenne. Il faut donner envie de l'Europe, ou alors, comme fait Marine Le Pen, donner envie de détruire l'Europe. Je veux dire, il faut vraiment qu'on ait la possibilité de faire comprendre aux citoyens, voilà, vous voyez, l'Europe, moi je suis un souverainiste. Je suis un souverainiste européen. La souveraineté nationale, elle est balayée par la mondialisation. C'est un faux débat. Non, c'est pas un faux débat, oui. Enfin, il faut dire la réalité. Dans 30 ans, aucun État membre de l'Union européenne fera partie du G8, des pays industriellement les plus forts. Donc, si on veut garder maîtrise sur notre vie, ce qui est notre liberté, eh bien, nous avons besoin de renforcer la souveraineté européenne. 4 Français sur 10 disent qu'ils vont voter aux européennes en fonction de la politique nationale. Ça annonce une nouvelle raclée pour la gauche. Oui, mais Soyons c'est ça. Moi, ça annonce un espace politique très fort pour les Verts européens, enfin Europe Écologie. Parce que je dis à Europe Écologie, les élections européennes, ce n'est pas un débat national. C'est une vision, une perspective pour l'Europe. Et si Europe Écologie, justement, laisse de côté le débat national, laisse les autres s'empêtrer, on peut faire un score qui correspond au sport, c'est pas mal, qu'on a fait il y a 5 ans. 16%, c'est possible encore aujourd'hui ? C'est possible, oui. Alors, je ne sais pas s'ils font 11-12% après les difficultés d'Europe Écologie, ça serait formidable. Je crois qu'ils ont la détermination. Je trouve que les listes d'Europe Écologie, au contraire de beaucoup de listes, ce sont des listes pour les élections européennes et non pas des lots de consolation pour des problèmes nationaux. Et ça a été fait aussi bien au PS, ça a été fait qu'à l'UMP. Eh bien, Europe Écologie peut très bien s'en sortir, mais avec une conviction européenne, une vision européenne. Et quand on a défini la vision, quand on a parlé de la vision, on peut parler aussi des difficultés et des déficits de l'Europe d'aujourd'hui. À titre personnel, quel sera votre rôle dans ces européennes ? Vous ne vous représentez pas, mais vous allez soutenir, c'est ça, Europe Écologie Les Verts ? Je vais soutenir, je vais faire 4 meetings nationaux. C'est important l'image Daniel Cohn-Bendit.
Bah oui, enfin ils prétendent, c'est important. C'est un équilibre difficile parce qu'il ne faut pas non plus que après les meetings, les médias disent ah oui, mais si lui était candidat, ça serait autre chose. Donc il faut que ça soit, disons, une aide positive, subtile et intelligente. On fait une pause musicale maintenant, on revient tout de suite après en compagnie de Daniel Cohn-Bendit. On va parler énergie renouvelable. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Daniel Cohn-Bendit, député européen d'Île-de-France. On va aborder maintenant un sujet que... Plus pendant un mois encore. On va aborder un sujet maintenant que j'imagine vous tient à cœur, les énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies propres ou peu polluantes. On pense notamment à l'énergie solaire, l'éolienne et l'hydraulique. Elles représentent aujourd'hui à peu près 14% de la consommation finale d'énergie en Europe. Vous, en qualité d'écologiste convaincu, 14% c'est un bon chiffre ou on peut mieux faire encore? Ah oui, mais moi je crois que l'objectif à l'horizon 2030, il faudrait arriver à 40% au moins d'énergie renouvelable et d'une augmentation des économies d'énergie de 30%. Parce que c'est ça qu'il faut mettre toujours en relation. Les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Parce que si c'est pour consommer autant d'énergie qu'on le fait aujourd'hui, on n'y arrivera jamais. Donc les économies d'énergie dans l'habitat, des voitures qui consomment moins, des pratiques des citoyens qui justement économisent de l'énergie, tout ça ensemble peut nous faire avancer. 40% d'énergie renouvelable en 2030, c'est pour l'instant on est sur la bonne trajectoire, c'est faisable ou il n'y a pas assez de volonté politique? Non, il n'y a pas assez de volonté politique. Il n'y a pas assez de volonté ni pour l'économie d'énergie, ni pour les énergies renouvelables. Et je suis un peu curieux de savoir ce que Ségolène Royal va faire en tant que ministre de l'énergie et de la transition énergétique. Comment elle va, qu'est-ce qu'elle va proposer pour booster les énergies renouvelables, alors qu'elle est un ennemi maintenant déclaré de la fiscalité écologique et de l'écotaxe. Il faut savoir que la fiscalité écologique a été pensée pour alléger la fiscalité sur le travail. Et quand les gens comme Ségolène Royal, qui visiblement n'ont pas toujours compris l'histoire, disent que c'est une taxe en plus, c'est faux. C'est alléger la taxation sur le travail et mettre, parce que l'État a besoin de vivre, de fiscaliser l'empreinte écologique. Et ça permet de changer les comportements des citoyens. Il ne faut pas rêver. Les citoyens comprennent que s'il y a une incitation à changer. Mais est-ce qu'ils ont les moyens aussi de payer cette empreinte écologique? S'ils payent moins de taxes sur le travail, on s'y retrouve. Et vous savez, il y avait une très très bonne proposition faite par une commission qui avait été mise sur pied par Nicolas Sarkozy. C'était la commission Rocard-Juppé. Et ils avaient fait des propositions très intelligentes sur la fiscalité écologique. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas revenir, par exemple, à ces propositions. C'est sûrement parce que c'était une proposition de droite et aujourd'hui le gouvernement est de gauche. Je ne crois pas que Michel Rocard était de droite. Oui, et il y avait des gens de gauche. C'était sous la présidence... Oui, bon, et alors je veux dire, c'est ça qui tue la politique. Alors quand on est de gauche, tout ce que dit la droite, c'est faux. Quand on est de droite, tout ce que dit la gauche, c'est faux. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a du soleil à Strasbourg. Si c'est quelqu'un de droite qui le dit, toute la gauche dit « Mais non, vous allez voir, dans 30 secondes, il va pleuvoir ». Enfin, on est dans un monde ridicule. Il y a des propositions de droite auxquelles la gauche pourrait réfléchir et vice-versa. Enfin, il faut arrêter. Il y a de ça quelques jours, la Commission européenne a voté de nouvelles règles pour les énergies renouvelables. La Commission veut mettre fin aux subventions qui ont permis de développer les énergies vertes. J'imagine que vous dénoncez cela. Oui, je crois que c'est une erreur. Il faut bien comprendre. Et d'ailleurs, rappelez-vous, en France, pour lancer l'énergie nucléaire, faisons pas le débat sur le nucléaire, mais quelle subvention on a mis pour permettre justement en France, que le nucléaire s'impose. C'est la même chose. Une énergie nouvelle, comme les renouvelables, l'éolienne, ou le solaire, etc., ou l'hydraulique, eh bien, ça ne peut marcher que s'il y a une incitation. Et c'est là où l'idéologie néolibérale de la Commission d'aujourd'hui est contre-productive, parce qu'elle ne pense pas vraiment l'avenir et comment on peut assurer l'avenir.
Alors l'un des arguments, vous en avez un peu parlé, mis en avant, c'est maintenant qu'elles sont développées, ces énergies, il faut qu'elles soient soumises aux mêmes règles que les autres, c'est-à-dire l'appel d'offres et la concurrence pour que leur prix baisse. C'est une bonne nouvelle finalement si leur prix baisse. Ouais, mais alors là, ça veut dire la fin du nucléaire. Parce que... C'est sûr. Bah regardez, aujourd'hui, une centrale, disons, EPR, c'était prévu à 3 milliards. On est à 8 milliards et demi. Le nucléaire est ultra subventionné en Europe. Je parle sous l'autorité de M. Jadot de Greenpeace, non, je veux dire, le nucléaire est ultra subventionné. Les déchets nucléaires, c'est ultra subventionné, on ne sait même pas où les mettre. Donc si on veut mettre toutes les énergies au même niveau, c'est la cata pour le nucléaire. Il n'y en a plus du tout au bout de 2 ans. Alors en Europe, chacun est libre de faire ce qu'il veut en matière d'énergie, c'est le fameux bouquet énergétique. On écoute à ce propos Jean-Paul Trantiet, membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Premier constat qu'on peut faire, pour le dire même brutalement, c'est qu'il n'y a pas de politique européenne de l'énergie, à tel point même que chaque fois que les chefs d'État et de gouvernement traitent du sujet ou que les ministres au sein du Conseil traitent du sujet, c'est peut-être un peu différent au Parlement européen, mais en tous les cas, du côté, on va dire, des États, à chaque fois qu'il y a une réunion importante sur la politique de l'énergie, vous verrez fleurir quelque part dans les conclusions qui sont retenues l'affirmation selon laquelle les choix de bouquet énergétique sont de la responsabilité souveraine des États. Il est clair qu'à partir du moment où on a dit ça, on ne voit plus tellement où est le rôle de l'Europe. Et ça, on doit nécessairement le regretter. Parce qu'à partir du moment où chaque pays fait ce qu'il veut, on ne peut pas penser ensemble au niveau européen ce que pourrait être le bouquet énergétique de l'Union européenne à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous êtes d'accord avec ce que l'on vient d'entendre, Daniel Cohn-Bendit? Il n'y a pas de politique européenne de l'énergie? Ça n'existe pas? Oui, c'est vrai. Et c'est pas mal ce qu'il a dit, la petite phrase qu'il a dit, c'est peut-être différent pour le Parlement européen. Et c'est vrai, il y a une volonté de penser justement l'intérêt commun européen au Parlement européen, alors que le Conseil, c'est le Conseil des intérêts nationaux et de l'égoïsme national. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une telle difficulté. Il a raison, il faudrait, comme l'Europe, quand c'est créé, c'était l'Europe de l'acier et du charbon, vous vous rappelez? C'était la base, justement. C'est la base de l'Europe il y a 35 siècles. Eh bien, moi je crois qu'aujourd'hui, une des bases de refondation de l'Europe, ça doit être une Europe de l'énergie. C'est envisageable, ça, honnêtement, à court terme? Mais c'est envisageable, c'est toujours la même chose, ça dépend de la volonté politique, c'est nécessaire, vous savez. Vous la sentez, vous, justement, cette... Pas encore, mais je crois que la crise de la dégradation climatique, dont le problème du climat, du réchauffement, va pousser, continue à pousser et à interpeller les Européens. Regardez, l'union bancaire qu'on a aujourd'hui, il y a 4 ans, impensable, et la crise financière nous a obligés à repenser justement la régulation du marché financier. Un dernier mot maintenant, votre avis sur le choix des Verts de ne pas participer au gouvernement de Manuel Valls. Vous avez dénoncé une faute politique, pourquoi? Ouais, c'est une connerie. Parce que on vient de parler des énergies renouvelables, de la transition énergétique. C'est une des pièces maîtresses du disque dur de la pensée écologique. Donc on vous dit, vous allez avoir un grand ministère de l'écologie et de la transition énergétique. Banco, vous y allez. Si ça ne marche pas, si après vos positions se refusent, vous pouvez vous tailler. Mais vous vous rendez compte, il rentre au gouvernement avec ce grand ministère. Et puis, Valls leur dit introduction de 25 à 30% de proportionnel. Banco, c'est une victoire des écologistes avec les centristes d'ailleurs. Troisièmement, il dit je vais arrêter Notre-Dame-des-Landes. C'est les héros. Ils se baladent dans toute la Bretagne en disant on est les meilleurs. Et puis, ils auraient dû continuer. Ils auraient dû, d'accord, on rentre et on veut, après les élections européennes, que le commissaire européen soit un Europe écologie. Alors vous voyez un peu le résultat, on a le grand ministère de l'écologie, écologie, on a le commissaire européen, Europe, et ça fait Europe écologie. Banco, on a gagné. Et alors pourquoi ils ont dit non? C'est des intérêts personnels qui ont primé? Écoutez, ça c'est le problème de la vie des partis. Tous les partis sont... je désespère des même partis. Les Verts. Même les Verts, même l'UMP, même les socialistes, même les centristes, même le Front National, les partis politiques, on en a besoin. Il n'existe pas de démocratie sans partis politiques, mais c'est désespérant. L'hebdo politique,
Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Daniel Cohn-Bendit de nous avoir accordé l'une de ses dernières interviews en qualité de député européen. Merci également à Jürgen pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 18h sur Sensation. Toujours à Strasbourg, je recevrai Marielle de Sarnez, candidate du centre en Ile-de-France le 25 mai prochain. Bonne fin de week-end à tous. L'hebdo politique sur Sensation.